Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver à nouveau dans le programme du soir sur New World Info. On va débuter avec le décryptage de l'actualité et ce soir nous irons au Niger où l'opposition a suspendu sa participation à la révision du code électoral. Nous allons évoquer le sujet avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Je le disais, l'opposition nigérienne a annoncé samedi avoir suspendu sa participation faute de consensus avec les représentants du gouvernement à la révision du code électoral qu'elle conteste fortement. Nous avons suspendu notre participation à la révision du code électoral jusqu'à nouvel ordre. Il y a 4 articles sur lesquels on n'a pas trouvé de consensus, a expliqué lors d'un point de presse Massani Koroné, un proche de l'ex-chef de la diplomatie nigérienne, Ibrahim Yakubu, devenu opposant après avoir été limogé du gouvernement. D'abord, Mamadou Diouf, qu'est-ce qui justifie la relecture du code électoral nigérien aujourd'hui? En fait, c'est le code de 2017 qui était là et les partis politiques ont de tout le temps contesté ce code. Quand il avait été adopté, et jusqu'à présent, ils continuaient à dire que ce code est un recul démocratique pour le système électoral au Niger. Donc les partis ont tout le temps réclamé, ils ont tout le temps décrié le code. Raison pour laquelle l'État a voulu mettre en place un comité ad hoc pour que les gens proposent des éléments d'amendement par rapport à ce code, pour que pour les prochaines élections, qu'on parte sur une base au moins qui soit une base claire. Et c'est dans ces discussions qui ont commencé, ça fait juste un mois pratiquement, avec le mois d'octobre, que l'opposition vient pratiquement de claquer la porte, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Parce que là où l'opposition veut qu'on fasse des amendements, le pouvoir en face ne veut pas entendre parler de ces amendements. Alors, dans le code électoral de 2017, qu'est-ce qui dérange l'opposition? Quels sont les articles pointés du doigt? Il y en a plusieurs. Il y a l'article 8, par exemple, que les gens considèrent comme un article qui a pour but de barrer la route à Hama Amadou, qui est un opposant tenace par rapport au pouvoir actuel, puisqu'il faut rappeler qu'il y a eu ce conflit pas très bien éclairci, où on l'accuse d'avoir participé à un trafic international de bébés. À cause de cela, il a été condamné à 1 an ferme par contumace. Le problème, c'est que l'article 8 dit que quand quelqu'un a été condamné à un an ferme, cette personne ne peut plus être candidat. Si ce texte-là est laissé comme tel, ça veut dire qu'Ama est déjà mis out. Un autre élément qui pose problème est relatif à l'article 12. C'est un débat que l'on voit dans tous les pays. C'est l'article 12 qui parle de la composition de la CENI. Au niveau de la CENI au Niger, il y a 3 places pour le parti au pouvoir ou la coalition au pouvoir. Il y a 3 places pour l'opposition. Donc théoriquement, ils sont représentés de la même façon. Mais il y a 13 personnes. Donc il y a 7 autres personnes qu'on choisit dans les organisations des droits de l'homme, les organisations féminines. Il y a surtout quelque chose qui dérange l'opposition. On dit qu'il faut 3 cadres supérieurs qui maîtrisent les questions de l'administration, de la finance, etc., qu'on doit ajouter au niveau de la CENI. Et l'on considère que souvent, c'est des fonctionnaires qui viennent et qui risquent d'être du côté du pouvoir. Donc là, ils contestent en demandant, contrairement à ce que demandait le président Henri Konan Bédié de la Côte d'Ivoire, qui voulait que la CENI soit plus société civile, eux, ils demandent plus de place pour les partis politiques au niveau de la CENI, ce qui fait 2 choses qui ne sont pas les mêmes. Un autre texte, c'est l'article 81, où là-bas, le problème, c'est qu'il y a un pouvoir qui est donné au président de la commission électorale. Quand il y a une difficulté dans un bureau, c'est 82 plutôt, ça c'est l'article 82, de pouvoir jouer le rôle de la police et de faire sortir le trouble fait, entre guillemets, au moment des élections. Au niveau de l'article 81, ce qui est contesté, c'est le pouvoir qui est là pour la nomination du président de la commission électorale. Et l'opposition pense que dans tous ces éléments, il y a de quoi organiser de la fraude, entre guillemets, de façon
officielle. Et c'est pourquoi, quand ils n'ont pas eu d'accord, quand il n'a pas été possible d'avoir des consensus au niveau de ces articles, les deux fronts, parce qu'il y a deux fronts de l'opposition là-bas, ont préféré quitter la commission ad hoc. Alors aujourd'hui, on est quand même en plein processus de discussion autour de la relecture de ce code électoral. Alors comment est-ce que l'opposition a pu amener le pouvoir à accepter cette relecture? En fait, le pouvoir n'avait pratiquement pas le choix parce que, comme je l'ai dit, l'opposition n'a jamais accepté ce code. Et le problème, quand on n'accepte pas un code, les élections qui ne sont pas encore là, parce qu'au Niger, les élections doivent avoir lieu en 2021. Mais on commence déjà à mettre en doute des élections pour lesquelles on ne connaît même pas encore les candidats. Certainement, l'État nigérien a voulu au moins apaiser cette situation politique pour que les gens s'entendent. L'autre élément, c'est qu'à part le parti de l'ancien président Hama Amadou, les autres avaient boycotté complètement cette CENI de 2017 en refusant de se faire représenter. Donc il y avait un problème également de crédibilité, comme on le voit dans beaucoup de pays. Quand on dit à l'opposition, venez, l'opposition ne vient pas. Bon, même si vous faites, même s'il y a le quorum, même s'il y a le caractère légal, ce que vous faites, ça pose problème aux gens parce que les autres sont autant concernés que vous et ils sont totalement absents. Ça fait que, du point de vue légitimité, ça pose véritablement un problème et certainement l'État nigérien voulait régler ce problème, avoir une CENI où l'opposition est présente pour que quand on va organiser et proclamer les résultats, qu'on dise qu'ils étaient là, ils ont suivi le processus de long en large. Alors, au niveau de l'article 8 dont on parlait tout à l'heure sur la peine qui rend inéligible, c'est vrai qu'il y a une ancienne version qui fixait cette peine à 3 ans de prison. À quel moment exact cet article a été modifié? En fait, ça a été modifié avec le truc de 2017 et c'est pourquoi les gens considèrent qu'en fait, ça a été modifié pour Hama Amadou. Puisqu'effectivement, l'ancien texte, et c'est ça qu'ils réclament, hein, ils réclament qu'on revienne à cet ancien texte au niveau du code où l'inéligibilité frappait celui qui a été condamné à 3 ans de prison. On l'a rabaissé à 1 an. Au Sénégal, c'est à 5 ans. C'est ce qui frappe actuellement les candidats Khalifa Sall et Karim Wade, etc. Donc ici, l'opposition considère qu'en fait, on a taillé ce texte sur mesure pour barrer la route à Hama. C'est pourquoi ils veulent qu'on revienne à l'ancienne version en considérant que le 3 ans était plus raisonnable. Alors, vous avez évoqué ce parallèle avec le sujet qui fait débat en Côte d'Ivoire. Alors, ailleurs où on demande de dépolitiser la CENI, les Nigériens ou l'opposition nigérienne semble plutôt demander que cette CENI soit politisée. Oui, mais c'est comme je dis, c'est un débat où finalement on ne comprend plus les politiques, qu'ils soient du pouvoir ou qu'ils soient de l'opposition. Parce que même pour le cas du Niger, il y en a certains qui étaient là, qui ont participé au pouvoir pendant un temps. C'est quand ils sont devenus opposants qu'ils ont commencé à dénoncer cette CENI-là. C'est la même chose avec le PDCI en Côte d'Ivoire. À la limite, quand on regarde tout ce que l'on perd comme énergie, comme argent, on va appeler l'OIF pour venir auditer les fichiers électoraux. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il ne faut pas privatiser l'organisation des élections en Afrique? Comme ça, on dégage l'opposition, on dégage le pouvoir. Les gens viennent, ils organisent les élections selon des règles avec des normes connues et reconnues. On paye ces gens pour avoir organisé ces élections et on est tranquille. Regardez le débat au Niger des élections de 2021, on commence à se battre. Et cela fait que dans nos pays, on passe tout notre temps à se préparer aux élections, soit pour rester au pouvoir, soit pour conquérir le pouvoir. Mais à quel moment on s'occupe du développement du pays? À quel moment on se soucie de la façon dont les populations sont en train de vivre, alors que rares sont les pays africains où il y a CENI ou pas, où les populations vivent dans de très bonnes conditions. Alors aujourd'hui également, il y a un autre débat, et tout le monde le sait, sur ces commissions-là, comme vous l'évoquez, ces commissions électorales nationales indépendantes. Alors le Niger, est-ce que la confiance entre les acteurs n'est pas suffisamment évoluée pour que l'administration organise les élections? Non, la confiance n'est pas suffisamment évoluée puisque
je ne sais pas si vous avez déjà assisté à ces joutes électorales au Niger. Moi, j'ai eu la chance d'assister une fois parce que j'étais sur place. Malheureusement, il y avait même un coup d'État pendant les élections qui m'a trouvé là-bas. Mais la confiance n'y est pas du tout. Même quand vous voyez la façon dont les gens débattent, il y a à la limite de la passion même. Ce n'est plus de la politique tout court. Et quand on regarde l'histoire du Niger, c'est un pays parmi les champions en matière de coup d'État. Et souvent, à chaque fois que les gens viennent faire leurs déclarations, la première chose qu'on reproche à l'ancien régime, c'est d'accaparer le pouvoir, c'est de ne pas faire ceci, c'est de ne pas respecter les normes. On fait des promesses pour le faire et au résultat, on ne voit absolument rien. Donc, et puis les acteurs politiques sont pratiquement les mêmes depuis une bonne période. Ils ne se sont jamais fait confiance pratiquement. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont se faire confiance. Et il y a quand même le cas Hama Amadou. Ça veut dire que depuis son exil parisien, il continue de faire pression sur l'opposition et le pouvoir en même temps? Bien sûr, ces gens continuent à s'organiser. Bizarrement, ils étaient les seuls à avoir accepté même à aller à la CENI. Et c'était certainement dans cette optique de pouvoir modifier les donnes pour qu'ils puissent être candidats, parce qu'actuellement, il ne peut pas l'être. Et le texte était très clair parce que c'est pourquoi on disait que c'est lui qui est visé. Dans le texte, on parlait également de quelqu'un qui est condamné et qui a fui le pays. Alors que tout le monde sait que pour ne pas subir cette condamnation, bien avant même la condamnation, il avait quitté le Niger parce qu'il savait ce qu'il risquait certainement. Donc dans le texte, même le fait qu'il soit à l'extérieur du pays est pris en compte pour qu'on ne dise pas non, il a été condamné par contumace, il n'était pas sur le territoire national. Tout est pris en compte pour que le 1 an le concerne, malgré le fait qu'il ne soit pas sur le territoire national. Bien sûr, les membres de son parti veulent qu'il soit leur candidat aux prochaines élections. Ils sont restés dans le jeu politique, ils participent à un certain nombre de manifestations. On les voit se prononcer sur un certain nombre de questions concernant le pays, comme un bon parti d'opposition doit le faire, malgré l'exil du leader. Le président Mamadou Issifou, lui, il assure depuis qu'il ne briguera pas un troisième mandat. Ça ne suffit pas à rassurer l'opposition? Ben non, puisqu'on parlait tout à l'heure de confiance. Est-ce que ça va rassurer? Surtout que quand on regarde ce qui se passe en Afrique actuellement, c'est assez terrible. À quoi ont servi toutes les manifestations des années 90? Ces personnes blessées, tuées, emprisonnées. À quoi ont servi toutes les conférences nationales qui avaient été organisées pour donner un nouveau départ à ces pays africains? Il faut se poser la question aujourd'hui parce que c'est comme s'il y a une nouvelle tendance qui consiste à faire sauter le verrou en ce qui concerne les deux mandats, soit de façon directe, sans passer par 4 chemins, soit en modifiant la Constitution et en reposant le problème de, bon, comme la Constitution a été modifiée, on remet les compteurs à zéro et les mandats qui sont passés ne seront pas comptés, comme on le dit. On laisse aux juristes ce débat sur la rétroactivité ou pas de la loi. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On observe la pause et après on reçoit l'invité ce soir.